Le 29 septembre 2023, Dwan Keith Davis, alias Keffe D, a été placé en garde à vue par la police métropolitaine de Las Vegas dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du rappeur, sans doute le plus influent de l'histoire du hip-hop. Pour la plupart des gens, le meurtre de Tupac est entouré de mystères. Cependant, pour ceux qui suivent de près l'actualité du monde du hip-hop, l'implication de Keffe D dans la mort du rappeur était un secret de polichinelle, le motif du meurtre ayant été filmé. Alors, qui est Keffe D? Quel rôle a-t-il joué dans la mort de Tupac? Et pourquoi a-t-il fallu attendre 27 ans pour que l'ancien gangster se retrouve enfin menotté? Le tueur de Tupac arrêté. Afeni Shakur, la mère de Tupac, a failli pleurer la mort de son fils. Elle aurait aimé pouvoir tourner la page sur la mort tragique de son fils. Cependant, Madame Afeni Shakur est décédée le 2 mai 2016, après avoir fait un arrêt cardiaque à son domicile à l'âge de 69 ans. Et comme nous le verrons, 2 ans seulement après son décès, l'affaire concernant la mort de son fils a été rouverte, ce qui a conduit à une arrestation. Alors que la mère de Tupac a attendu 20 ans que les flics rendent justice à son fils assassiné, les fans du rappeur ont dû patienter 27 ans. L'attente est enfin terminée. Après 27 ans d'attente, l'un des hommes soupçonnés d'avoir participé à l'assassinat de Tupac a été arrêté. Au début du mois de juillet, les policiers ont perquisitionné le domicile de Keffe D à Henderson, dans le Nevada. Une déclaration sous serment déposée pour obtenir le mandat indique que la police recherchait des notes, des écrits, des registres et d'autres documents manuscrits ou dactylographiés concernant des émissions de télévision, des documentaires, des épisodes de YouTube, des manuscrits de livres et des films relatifs à l'assassinat de Tupac Shakur. Outre les appareils électroniques, les enquêteurs ont quitté le domicile de l'ancien gangster avec des clés USB et des disques durs, des photographies, un exemplaire du magazine Vibe consacré à Tupac et un exemplaire du livre Compton Street Legends, coécrit par Keffe D et Yusuf Jah. Selon le mandat, les enquêteurs étaient généralement à la recherche d'objets susceptibles de fournir des preuves du mobile ou même de révéler l'identité de l'assassin de Tupac. Alors, qu'est-ce qui a permis à Keffe D de s'échapper? Comment a-t-il pu échapper aux flics pendant 27 ans? Et sera-t-il enfin mis derrière les barreaux pour le meurtre de Tupac? Il s'avère qu'en cours de route, Keffe D s'est senti encouragé à crier sur les toits ce qui s'est passé la nuit de la mort de Tupac. Tout a commencé en 2008 lorsque Keffe D a été arrêté dans une affaire de réseau de PCP. Selon les rapports, les fédéraux avaient rassemblé des preuves sur le réseau de drogue que dirigeait Keffe D et disposaient de suffisamment d'informations pour l'incarcérer pendant 25 ans. Comme le font habituellement les flics, ils ont incité Keffe D à leur raconter ce qui s'était passé la nuit où Tupac a été abattu. Eh bien, toutes les personnes impliquées étaient mortes depuis longtemps, y compris le tireur. Avec cette motivation supplémentaire, Keffe D a chanté comme un oiseau pendant 3 heures d'affilée. Après avoir dit la vérité à son neveu, l'affaire de drogue contre Keffe D a été abandonnée et il est reparti en homme libre. Pour beaucoup de gens, cela aurait été une deuxième chance dans la vie. Une chance de repartir à zéro. Cependant, quelques années plus tard, en 2011, l'ancien policier Greg Kading a publié le livre Murder Rap qui décrit en détail les aveux de Keffe D. Il est l'auteur et l'ancien policier de l'affaire Keffe D. Il est également l'auteur de l'ouvrage Murder Rap. Greg Kading est un auteur et un ancien inspecteur de la police de Los Angeles. Il est surtout connu pour avoir travaillé au sein d'un groupe de travail composé de plusieurs membres des forces de l'ordre qui ont enquêté sur les meurtres de Tupac et de Biggie Smalls. En outre, c'est grâce à lui que Keffe D a révélé le meurtre de Tupac. Le livre de Greg Kading a provoqué une onde de choc dans le monde du hip-hop, car il mettait en cause certains des plus grands noms de l'industrie. Le nom le plus notable dans le livre, comme nous le verrons plus tard, n'est autre que Sean Combs, alias P. Diddy. Le livre est, par la suite, l'histoire de Keffe D ayant captivé le public dans tout le pays et dans le monde entier. L'ex-gangster a commencé à faire des envieux. Dans son esprit, c'était son histoire. Il méritait une part du gâteau pour avoir fait savoir au monde ce qui était arrivé à leur artiste bien-aimé. Pour ne rien arranger, en 2015, 4 ans après la publication du livre, celui-ci a donné lieu à un documentaire. Il a dû se sentir jaloux que des gens gagnent de l'argent avec ce qu'il considérait comme son histoire. Pendant que son nom était sali et sa réputation détruite pour avoir enfreint le code de la rue et coopéré avec les autorités fédérales, les flics gagnaient de l'argent. Selon Greg Kading, Keffe D n'appréciait pas que quelqu'un d'autre que lui raconte l'histoire au monde entier. Keffe D a alors décidé de faire l'impensable. Il a décidé de dire publiquement la vérité, et ce fut le début de la fin pour lui. Il est apparu dans de nombreux podcasts où il a ouvertement donné les détails horribles qui ont conduit à la mort de Tupac. Selon Greg Kading,
c'est son désir de s'approprier l'histoire et de la raconter lui-même qui l'a poussé à parler publiquement de ce qui s'est passé en 1996. Keffe D apparaissait dans tous les podcasts ou émissions qui voulaient bien de lui, et il répétait sa routine d'exposer les événements tragiques qui ont conduit à la mort de Tupac. Pourquoi a-t-il fait cela sans se soucier de rien? Qu'est-ce qui a donné à Keffe D ce faux sentiment de bravade? Il s'avère qu'en dehors de son ego, d'autres facteurs l'ont poussé à se dénoncer lui-même. Un YouTuber populaire, DJ Vlad, a révélé dans une récente interview que l'une des raisons pour lesquelles Keffe D a accepté d'apparaître sur Vlad TV, une chaîne comptant plus de 5 millions d'abonnés, et de raconter son histoire, était qu'il pensait bénéficier d'une immunité de poursuite grâce à l'accord qu'il avait conclu avec les autorités fédérales en 2008. Il est important de noter qu'un accord d'offre est un accord entre les autorités fédérales et un défendeur, qui garantit que les avocats du gouvernement n'utiliseront pas les déclarations faites par le défendeur au cours d'un entretien officieux contre lui dans des procédures ultérieures. Keffe D aurait dû parler à son avocat avant de se rendre aux entretiens en pensant qu'il bénéficiait de l'immunité. Si les propos que Keffe D a tenus aux autorités fédérales en 2008 ne peuvent être utilisés contre lui, il ignorait que tout ce qu'il disait en dehors de la salle d'interrogatoire était de bonne guerre et pourrait être utilisé pour le poursuivre. Lors d'une interview, Greg Kading a parlé de l'accord entre Keffe D et les autorités fédérales. L'accord stipule simplement que lorsque vous vous asseyez et que vous nous parlez, nous n'utiliserons pas contre vous ce que vous dites qui pourrait vous incriminer. Mais lorsqu'il quitte cette pièce, cet accord ne s'applique pas à tout le reste de sa vie, comme il l'a cru à tort, et il a donc commencé à sortir et à se vanter de son implication dans le meurtre. Rien de tout cela n'est protégé par l'accord. Il a essentiellement parlé de lui-même et s'est retrouvé en prison. En outre, DJ Vlad a révélé qu'une autre raison qui a donné à Keffe D un faux sentiment de confiance était qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qu'il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Keffe D était si confiant qu'en 2019, il a publié ses mémoires intitulées Compton Street Legend, dans lesquelles il a fourni plus de détails sur les affirmations qu'il avait déjà communiquées aux autorités fédérales. Ce que l'ex-gangster a oublié, c'est que les fédéraux surveillent toujours les podcasts, attendant que des criminels comme lui s'incriminent. Une autre question que vous vous posez peut-être est de savoir si Keffe D finira ou non en prison. N'oubliez pas que les aveux qu'il a faits aux autorités fédérales en 2008 et ceux qu'il a donnés lors d'interviews désignent tous son neveu comme étant le tireur. Keffe D purgera-t-il donc une peine pour ce crime? La réponse est oui, et tout se résume à une clause de la loi du Nevada. Au Nevada, on parle de complicité lorsque l'on agit en tant que complice d'un crime en toute connaissance de cause. La complicité vous rend responsable des crimes que vous avez aidé à commettre et vous êtes passible des mêmes peines que les auteurs du crime. Dans ce cas, le tireur aurait pu être accusé de meurtre. Lors de son arrestation, Keffe D a été inculpé d'un chef d'accusation de meurtre à l'aide d'une arme mortelle et d'un chef d'accusation de promotion, d'encouragement ou d'assistance à une bande criminelle. Il faut savoir qu'au moment de la mort de Tupac, Keffe D était le chef du gang Southside Compton Crips. L'ex-gangster savait qu'il était cuit et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit arrêté. C'est ce qui ressort de la conversation qu'il a eue avec un policier lors de son arrestation. Selon lui, il est impliqué dans la plus grande affaire de l'histoire de Las Vegas et donne la date exacte de l'assassinat de Tupac. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est temps que Keffe D réponde de ses péchés. En fait, beaucoup voudraient le voir passer le reste de sa vie enfermé. Dans son livre, il ne montre aucun remords pour ses actes et écrit « Je suis fermement convaincu que Tupac, Suge Knight et le reste de ces merdes n'avaient pas à poser leurs mains sur mon neveu bien-aimé Baby Lane. C'est tout. Le fait qu'ils aient sauté sur mon neveu nous a donné le feu vert ultime pour leur faire la peau. Tupac a choisi le mauvais jeu à jouer et les mauvaises merdes avec qui jouer. Suge et eux auraient dû mieux protéger ce mec parce qu'ils savaient qui nous étions et de quel genre de merde nous étions capables. Tupac ne le savait peut-être pas, mais Suge et ses potes le savaient. Tupac n'était qu'un cobaye qui s'est fait avaler par des requins féroces. Il n'aurait jamais dû s'impliquer dans cette connerie d'essayer d'être un voyou. Alors qu'il comparait devant le tribunal, le monde du hip-hop ne peut qu'espérer que justice soit rendue une fois pour toutes. Une querelle mortelle. Alors que le monde entier s'intéresse désormais à Keffe D, on peut se demander qui est exactement cet homme. Comme il ne travaille pas dans le secteur de la musique, il est inconnu de nombreux amateurs de hip-hop, en particulier de la jeune génération. Keffe D, né le 14 juin 1963, est une figure intrigante du monde du crime, liée au gang californien des Southside Compton Crips. L'histoire de sa vie est une mosaïque d'expériences qui englobe les affiliations à des gangs, les pertes personnelles et un temps considérable passé derrière les barreaux. Issu d'une famille de 6 frères et 6 sœurs, Keffe D a grandi dans un contexte de culture des gangs.
Sa mère est décédée d'un cancer du côlon en 1980, alors qu'il n'avait que 15 ans. Dans ses mémoires de 2018, Keffe D a révélé qu'en 2014, il a contracté le même cancer que celui qui a tué sa mère, ce qui l'a peut-être encouragé à avouer son rôle dans la mort de Tupac. Heureusement ou malheureusement, il est aujourd'hui en rémission, ce qui signifie que s'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. En plus d'avoir perdu sa mère d'un cancer, Keffe D a également perdu 2 de ses frères. L'un d'eux a été emporté par un cancer et l'autre a été abattu dans les rues de Compton. La perte tragique de l'un de ses frères aînés, victime d'une fusillade mortelle, a jeté une ombre sur son parcours. L'ex-gangster n'avait que 26 ans lorsqu'il a appris la nouvelle dévastatrice que son frère avait été tué par des individus affiliés à l'East Side Pyrrhus, ceux qui témoignent des dures réalités de l'environnement dans lequel il a grandi. Sa vie a pris un tournant tumultueux lorsqu'il s'est retrouvé mêlé au monde de la criminalité. Cette voie l'a conduit à passer plus d'une décennie entre les murs des prisons d'État et fédérales. Son implication dans une série d'activités criminelles, notamment l'acte de vider 2 chargeurs dans la résidence d'un membre d'un gang rival, reflète les conflits et les rivalités intenses qui caractérisaient son environnement. Sa vie criminelle a commencé en 1971, lorsqu'il a commencé à fréquenter les Crips. Il s'avère que c'était dû à la pression de ses pairs, car c'était ce que faisaient tous les garçons du quartier. Plus tard, il a trouvé un emploi au Compton College. Cependant, l'argent ne venait pas aussi vite qu'il l'espérait, et c'est alors qu'il s'est tourné vers la vente de drogue, ce qui s'est avéré être ce qu'il espérait en termes d'argent. La loi a fini par le rattraper et il a été emprisonné pour trafic de 1985 à 1989. Cependant, selon lui, le temps passé en prison ne l'a pas réhabilité, mais a plutôt fait de lui un gangster endurci. Après sa sortie de prison, Keffe D s'est rapidement impliqué dans l'industrie du hip-hop en établissant des liens avec le célèbre rappeur Eazy-E et l'ancien baron de la drogue Harry O, ce qui montre à quel point il est devenu puissant dans l'industrie du rap. Harry O est l'un des cofondateurs de Death Row Records, le label qui a lancé les carrières des légendes du rap Snoop Dogg, Dr. Dre et Tupac Shakur. Il était derrière les barreaux depuis 1988 pour tentative de meurtre et enlèvement, jusqu'à ce que l'ancien président Donald Trump vienne à son secours et réduise sa peine de 7 ans en 2021. Harry O n'était pas le seul cofondateur de Death Row avec lequel Keffe D avait des liens. Comme il l'a révélé à plusieurs reprises, Keffe D et le tristement célèbre Suge Knight ont grandi ensemble et comme nous le verrons, ont fini par s'en vouloir l'un à l'autre. Selon Keffe D, il a rencontré le cofondateur de Death Row Records pour la première fois à l'âge de 9 ans. Il s'avère que leur relation remonte à leurs jeunes années lorsqu'ils jouaient ensemble au football Pop Warner. Le rôle de Keffe D en tant que running back complétait celui de Suge Knight en tant que centre, donnant un aperçu de leur amitié et de leurs expériences communes. Cependant, leur relation a tourné au vinaigre lorsque Keffe D a rencontré Sean Love Combs, alias P. Diddy, et anciennement connu sous le nom de Puff Daddy. Les origines de leur relation remontent à un moment où Keffe D a prêté un lowrider à Usher pour l'un de ses clips musicaux. Le lowrider, prêté par Keffe D et ses associés, a fait les frais de la performance de danse d'Usher. Heureusement, Diddy a pris ses responsabilités et a financé personnellement la réparation du véhicule, ce qui lui a permis de se lier d'amitié avec Keffe D. À l'époque, Diddy avait fondé Bad Boy Records, qui était en concurrence avec Death Row Records. Cependant, avant que les 2 labels ne se déchirent, P. Diddy et Suge Knight étaient amis. Dans une interview, Diddy a révélé que le patron de Death Row venait même le chercher à l'aéroport. Diddy a vite appris que les 2 directeurs musicaux n'étaient pas amis en 1995 lors de la 2e édition des Source Awards, lorsque Suge l'a dénigré. Pour replacer cette fameuse soirée dans son contexte, il est important de rappeler qu'il s'agissait d'un événement considérable dans l'industrie du hip-hop, Source étant l'un des magazines de hip-hop les plus célèbres de l'époque, si ce n'est le plus célèbre. Par conséquent, tout le gratin du rap était présent. De Nas à Wu-Tang, la communauté hip-hop s'était rassemblée pour la remise des prix au Madison Square Garden's Paramount Theater. Cependant, il y avait un grand absent, Tupac. À l'époque, il purgeait une peine pour une affaire d'abus sexuel. Le 30 novembre 1994, alors qu'il se trouve à New York pour enregistrer de la musique, Tupac est victime d'un volume et d'une fusillade. Il prétend avoir été piégé par des personnes liées au label de Diddy, ce qui conduira à la querelle entre Bad Boy et Death Row. La querelle s'est aggravée le soir de la remise des prix lorsque le cofondateur de Death Row est monté sur scène pour accepter un prix et a prononcé un discours qui a conduit à certains des pires événements de l'histoire du hip-hop. Il s'agissait d'une attaque directe contre P. Diddy, qui avait l'habitude d'apparaître dans les vidéos et la musique de ses artistes. La tension était à son comble ce soir-là.
Cependant, P. Diddy est monté sur scène et, au lieu de s'en prendre à Death Row, il a tendu une branche d'olivier. Il semble que Diddy veuille la paix, ou peut-être que c'est ce qu'il voulait qu'il pense. Les événements qui se sont déroulés au cours des 2 années suivantes ont vu la mort des meilleurs rappeurs du hip-hop, Tupac et Biggie, alors que Diddy et Keffe D se trouvaient au centre de tout cela. Les choses ne se sont pas arrangées après le retour de Tupac de prison et la sortie de ce qui est sans doute le morceau dissident le plus brutal du hip-hop, Hit 'Em Up. En outre, le 24 septembre 1995, la nuit où Suge a giflé Diddy lors d'une fête à Atlanta au Platinum House Nightclub, Diddy voulait se venger de Death Row. Bien que Diddy veuille se venger de Death Row, il a peur de Suge Knight. Il se tourne alors vers le seul homme dont il sait qu'il n'a pas peur de son ennemi juré, le chef des Southside Compton Crips. Avec le soutien de Keffe D, Diddy a commencé à caresser l'idée de tuer le PDG de Death Row. D'après Keffe D, Zip, Combs et lui-même ont discuté du meurtre de Shakur, une fois lors d'un concert à Anaheim et 2 fois au Greenblatt's Deli sur le Sunset Strip. Il m'a emmené en bas et m'a dit « Mec, je veux me débarrasser de ces mecs, mec. » Je lui ai dit « On va leur botter le cul rapidement, mec. Ce n'était rien. » A révélé Keffe D aux autorités fédérales. Au début, Diddy ne voulait que la mort de Suge. Cependant, comme Keffe D l'a révélé aux autorités fédérales, Tupac a été ajouté à la liste des personnes à abattre après avoir fait une dissertation brutale à l'encontre de Bad Boy Records. Lorsque Combs posait des questions sur Shakur et Knight, il répondait toujours les deux, demande un détective à Keffe D pendant l'interrogatoire. Il a ajouté le garçon Shakur après qu'il ait enregistré un disque, a répondu l'ex-gangster. Avant cela, il n'y avait que Suge. Et après la sortie de Hit 'Em Up, demande l'inspecteur et Keffe D de répondre. Ouais, ça a énervé Combs. La première confrontation physique entre les deux camps a eu lieu en mars 1996, lorsqu'une bagarre a éclaté lors des Soul Train Music Awards à Los Angeles, après que le garde du corps de Notorious Big a brandi une arme devant un membre armé de l'entourage de Shakur dans les coulisses du Shrine Auditorium. Bien que personne n'ait été blessé, quelques mois plus tard, la première victime de ce conflit sera enregistrée. En août de la même année, une poignée de Southside Crips ont battu et volé l'un des gardes du corps de Shakur, Mob Piru Bloods, dans un centre commercial de Lakewood. Les assaillants ont arraché du cou de la victime un médaillon de Death Row serti de diamants. Le prochain affrontement entre les deux groupes s'avérera mortel et impliquera 2 amis d'enfance, Keffe D et Suge Knight. Les Southside Crips avaient pour tradition de se rendre à Las Vegas pour assister au combat de Mike Tyson. Le 7 septembre 1996, ils se sont rendus au Nevada pour assister au combat de Mike Tyson contre Bruce Seldon. Après le combat, Keffe D et les Crips avaient prévu de se retrouver au café du MGM Grand, mais Orlando Anderson, alias Baby Lane, son neveu, n'est pas venu. Ensuite, des Crips de la côte Est sont venus nous dire qu'ils avaient vu des membres de Death Row se jeter sur mon neveu près du casino, a-t-il déclaré aux policiers. Les images de surveillance montrent des membres de Death Row entourant et frappant Baby Lane. Après avoir appris que son neveu avait été agressé, Keffe D a révélé que le conflit était devenu personnel et a décidé de riposter immédiatement. Après que Tupac, Suge et les nègres de Death Row ont sauté sur mon neveu Baby Lane, l'affaire est devenue très personnelle, écrit Keffe D dans son livre. Keffe D et 3 autres personnes décident de se rendre au club 662 pour assister à une after-party de Death Row, au cours de laquelle Tupac est censé se produire. Les 3 autres personnes étaient Terrence Brown, alias T. Brown, DeAndre Smith, alias Drew, et Baby Lane. T. Brown était le conducteur ce soir-là, tandis que Keffe D était assis à côté de lui. Derrière son oncle se trouvait Baby Lane. Derrière le chauffeur se trouvait Drew. Il a écrit qu'il avait d'abord prévu de confronter Knight, qu'il connaissait depuis longtemps. Mais après que Tupac et Knight ne se soient pas présentés pendant 1h30, Keffe D a rappelé son équipe. Heureusement pour eux qu'ils ne sont pas venus, car cela aurait ressemblé au massacre de la Saint-Valentin d'Al Capone s'ils l'avaient fait, écrit-il. Sur le chemin du retour, le groupe s'est arrêté pour acheter de l'alcool. Keffe D a révélé qu'il avait mis le Glock qu'il avait l'intention d'utiliser à l'arrière de la voiture. Ils sont remontés dans la voiture et se sont dirigés vers leur maison. En chemin, ils ont vu Tupac, dont la moitié du corps pendait d'une BMW, saluer des fans qui l'appelaient par son nom. Ils ont fait demi-tour avec leur Cadillac et ont suivi la BMW, s'arrêtant juste à côté d'elle à un feu rouge. Les occupants des 2 voitures se sont regardés pendant une fraction de seconde. Tupac a alors commencé à saisir son arme et selon Keffe D, c'est à ce moment-là que le feu d'artifice a commencé. Le tireur, assis à l'arrière de la Cadillac, a baissé la vitre et a rapidement tiré des coups de feu sur la BMW de Tupac. L'un de mes gars, assis à l'arrière, a saisi le Glock et a commencé à riposter, écrit-il dans ses mémoires.
Le rappeur a été touché à 4 reprises. 2 fois dans la poitrine, 1 fois dans le bras et 1 fois dans la cuisse. L'une des balles a atteint le poumon droit de Shakur. Knight a été touché à la tête par des éclats. Ils ont ensuite démarré et ont même vu les 2 ambulances transportant Tupac et Knight. Le groupe a abandonné sa Cadillac et s'est mis à boire et à faire la fête comme s'il s'agissait d'une soirée comme les autres. À l'hôpital, Shakur a été fortement sédaté, placé sous respirateur artificiel et finalement plongé dans un coma artificiel après avoir tenté à plusieurs reprises de se lever du lit. Dans l'après-midi du vendredi 13 septembre 1996, alors qu'il se trouvait dans l'unité de soins intensifs, Shakur est mort d'une insuffisance respiratoire qui a entraîné un arrêt cardiaque après l'ablation de son poumon droit. Toutes les personnes présentes sur les lieux du crime ont refusé de coopérer avec les policiers, ce qui signifie qu'ils n'avaient que peu ou pas de pistes. Il s'est avéré que Death Row a voulu se venger à l'ancienne. L'année suivante, Christopher George Lator Wallace, alias Notorious Big ou Biggie Smalls, a été abattu devant le Petersen Automotive Museum de Los Angeles après une soirée des Soul Train Music Awards. On pense que c'est Suge Knight qui a commandité l'assassinat. Le monde du hip-hop réagit. L'arrestation de Keffe D a relancé les conversations et les célébrités continuent de s'exprimer sur l'affaire. L'une des voix les plus remarquées est celle de l'homme qui était avec Tupac le jour où il a été abattu, Suge Knight. Étant donné qu'il a vu les occupants de la Cadillac blanche et qu'il a refusé de coopérer avec les policiers, de nombreuses personnes étaient sceptiques et pensaient même qu'il avait pu jouer un rôle dans la mort de Tupac. Cette rumeur a commencé après que la nouvelle se soit répandue que Pac était sur le point de quitter Death Row Records. Son album intitulé Don Killuminati, The 7-Day Theory, était le dernier album qu'il devait faire pour Death Row Records. Après cela, il aurait prévu de travailler sur sa nouvelle maison de disques appelée Machiavelli Records. Avec la disparition de Pac, Death Row Records n'allait pas gagner d'argent sur son dos. Donc, s'ils le tuaient, tout ce qui était lié à lui leur rapporterait beaucoup d'argent. De plus, ils auraient désormais toutes ces chansons inédites qu'ils publieraient sous leur label sur des bandes originales, des albums de compilation et peut-être même de nouveaux albums. Cette rumeur a été alimentée lorsque Kadhafi, qui est apparu sur le morceau dissident Hit Them Up, a accepté de témoigner. La nuit où Tupac a été abattu, Kadhafi se trouvait dans la voiture derrière celle de Shakur et a été témoin de la fusillade. Il a d'abord refusé de coopérer avec la police, mais a ensuite déclaré qu'il pourrait peut-être identifier les assaillants. Cependant, le 10 novembre 1996, il a reçu une balle dans la tête et est décédé à Orange, dans le New Jersey. La mort de Kadhafi a semblé un peu trop commode, les gens soupçonnant un acte criminel impliquant le couloir de la mort. Pour ajouter du sel à la blessure, une autre rumeur a commencé à circuler, affirmant que Tupac était vivant. Cette rumeur a été lancée par nul autre que, vous l'aurez deviné, Suge Knight. En 2014, alors qu'il sortait d'une boîte de nuit de West Hollywood, une caméra de TMZ a filmé l'ancien roi de Death Row Records et il a vendu la mèche. Tout d'abord, il a précisé qu'il n'avait pas tiré sur le défunt rappeur comme beaucoup le soupçonnaient. Tout le monde sait d'emblée que ce n'est pas moi qui ai tué Tupac. Je suis le négro qui a protégé Tupac, a-t-il déclaré. Il a terminé sa tirade verbale en disant « Tupac n'est pas mort. Vous savez qu'il est quelque part en train de fumer un cigare cubain. » Ce n'était pas la première fois que le cofondateur de Death Row disait quelque chose qui faisait froncer les sourcils concernant la mort de Tupac. Dans un documentaire de 2017, il a déclaré « Lorsque j'ai quitté l'hôpital, Pac et moi riions et plaisantions. Je ne vois donc pas comment quelqu'un pourrait passer de bien à mal. » Ce qui laissait entendre que l'état du rappeur était stable. La rumeur selon laquelle il aurait simulé sa mort est étayée par de nombreuses théories. Tout d'abord, Tupac était un grand admirateur du grand penseur Niccolo Machiavelli, dont la célèbre phrase était « Pour tromper ses ennemis, simulez votre mort ». Dans son livre Le Prince, Machiavel explique comment un dirigeant peut se protéger d'ennemis trop puissants pour être affronté directement. Il suggère qu'un souverain pourrait faire semblant d'être mort, ce qui permettrait à ses ennemis de baisser leur garde, puis de riposter au moment opportun. Et ce qu'a fait Tupac? La tante de la légende du hip-hop est Assata Shakur, militante politique et ancienne membre de la Black Liberation Army, qui s'est évadée de prison et a fui à Cuba après avoir été condamnée pour le meurtre d'un policier d'État. Elle a obtenu l'asile politique à Cuba en 1984, où elle vit depuis lors. La rumeur veut qu'après la fusillade, Tupac, craignant d'être menacé par des gangs rivaux et fatigué de la célébrité, ait simulé sa propre mort et soit allé vivre à Cuba. Pour couronner le tout, il y a aussi le fait étrange que la personne qui a incinéré le corps de Tupac s'est retirée par la suite et n'a pas été revue depuis. Avec toutes ces informations, quelle a été la réaction de Suge Knight à l'arrestation de Keffe D? Il a parlé à TMZ depuis une prison californienne où il purge une peine de 28 ans pour homicide volontaire.
Je suis surpris, d'abord parce que je n'ai jamais pensé que Kifidé serait arrêté. Quelles que soient les circonstances, qu'il soit impliqué ou non, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'aller en prison, a-t-il déclaré. Il lui a ensuite été demandé s'il était prêt à témoigner contre lui. Rappelons que Kifidé a révélé dans ses mémoires que lorsque la Cadillac blanche s'est arrêtée à côté de la BMW au feu rouge, son ami d'enfance et lui se sont regardés dans les yeux juste avant que les coups de feu ne soient tirés. Comme beaucoup s'y attendaient, le cofondateur de Death Row Records a révélé qu'il ne témoignerait pas contre Kifidé. 1000%, je n'irai pas, je ne témoignerai pas, rien de tout cela, a-t-il déclaré à TMZ. C'est tout à fait compréhensible puisqu'il est actuellement en prison. Si les détenus apprenaient qu'il coopérait avec les flics en tant que témoin, son séjour en prison serait très désagréable. Il aurait été attaqué ou, pire encore, tué, car dénoncer les gens est un comportement inacceptable en prison. Ce qui est choquant dans la réaction du cofondateur de Death Row à l'arrestation, c'est qu'il nie toujours que Baby Lane ait appuyé sur la gâchette. « Je n'ai jamais rien eu de mal à dire sur Orlando, parce qu'il n'était pas le tireur », a-t-il déclaré. C'est-il quelque chose que nous ignorons ? Remet-il en cause la version des faits de Kifidé ? Nous ne le saurons peut-être jamais. En revanche, la sœur de Tupac, Sekiwa Shakur, s'est réjouie de la nouvelle de l'arrestation après tant d'années. Elle s'est rendue sur Instagram avec un bref message, ajoutant que sa famille cherche à obtenir une véritable justice sur tous les fronts. Il s'agit sans aucun doute d'un moment charnière. Le silence des 27 dernières années autour de cette affaire a parlé fort dans notre communauté. Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité de la mort de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. Sa vie et sa mort sont importantes et ne devraient pas rester sans réponse ou sans reconnaissance. Alors oui, aujourd'hui c'est une victoire, mais je réserverai mon jugement jusqu'à ce que tous les faits et toutes les procédures judiciaires soient terminées. Elle a ensuite laissé entendre que d'autres arrestations allaient avoir lieu dans cette affaire en écrivant « De nombreuses personnes ont été impliquées et il y a encore beaucoup de choses qui entourent la vie et la mort de mon frère Tupac et de l'ensemble de la famille Shakur. Nous recherchons une véritable justice sur tous les fronts. » Mopreme Shakur, le frère aîné du rappeur, a également réagi à l'arrestation, la qualifiant de douce amère pour un certain nombre de raisons. Lors d'un entretien avec TMZ, il a déclaré « Le temps, bien sûr, 27 ans. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Cela n'avait pas à se produire du tout. Je déteste devoir vivre dans la réalité que mon frère n'est pas là. La justice, c'est l'obligation de rendre des comptes. C'est la partie douce de la partie douce amère. Et je me prépare, car ce n'est pas fini. » Jada Pinkett Smith, qui a longtemps fait publiquement l'éloge de son amitié d'enfance et de sa prétendue romance avec Tupac Shakur, a également réagi sur Instagram. « J'espère maintenant que nous aurons des réponses et que nous pourrons tourner la page. Repose en paix, Pac », a-t-elle posté sur son IG Story. Outre sa famille, ses proches collaborateurs et ses anciens amants, d'autres rappeurs se sont exprimés sur la situation. Le rappeur Ice-T n'a pas compris pourquoi il a fallu tant de temps pour arrêter Kifidé, alors qu'il s'est dénoncé lui-même à de nombreuses reprises. Lors d'une interview, Ice-T a déclaré « Je pense que les flics savaient exactement comment les choses s'étaient déroulées, mais je ne comprends pas pourquoi les forces de l'ordre ont mis autant de temps. Car si je dis que je suis dans une voiture avec quelqu'un qui fait quelque chose, je fais partie du crime. Si je vais chez vous et que je vous demande une arme, que vous me la donnez et que je passe à l'acte, vous êtes complice du crime. » Il ne comprenait pas non plus pourquoi Kifidé se dénonçait lui-même s'il ne voulait pas se faire prendre. Ce que je veux dire, c'est qu'avec toutes les interviews et tous les livres où le mec l'a dit 100 fois dans les interviews qu'il a faites, pourquoi dirais-tu ça si tu ne veux pas te faire prendre ? Pourquoi diriez-vous cela si vous ne vouliez pas vous faire prendre ? Alors vous savez, je n'ai pas d'amour pour ce type. C'est une chaîne d'événements qui n'aurait jamais dû se produire. Tout cela dépasse mon entendement, a déclaré le rappeur. 50 Cent a également lancé une pique à P. Diddy dans un post Instagram où il lui dit de prendre un avocat. « Damn so Pac got lined by brother love, LOL. Il est temps de prendre un avocat, la merde pourrait devenir collante », a posté 50 Cent. De nombreux rapports, dont celui de Kifidé, affirment que Diddy a offert $1 million pour que ses deux ennemis se fassent tuer. Cependant, Kifidé a révélé qu'il n'a jamais reçu sa part de l'argent. En fait, il affirme également que Diddy l'a laissé dans l'ombre après cela, essayant apparemment de couper les ponts. Cela faisait longtemps que l'on attendait cela, et il semble que la justice soit enfin rendue. Avec Kifidé derrière les barreaux, le monde peut se reposer en sachant que Tupac a reçu justice. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.